Je vais passer maintenant la parole au docteur Hirwallon sur le rachis. Et grâce au docteur Courir, on aura fait un beau panorama. Je vais dire un petit mot. J'ai demandé au docteur Iwalan de faire ce topo parce que. Parce que à l'étranger, Quel micro? là, vous connaissez celui-là. Merci. Je voudrais ajouter que j'ai demandé à Guillaume Iwalan de présenter ce sujet parce qu'à Saint-Joseph, il y avait une lourde tradition ancienne sur la continuité enfant-adulte. Et c'était un des services exceptionnels. Maintenant, il y a le centre des Massues, bien sûr, et où il y avait cette continuité. En tant que chirurgien d'enfant, on voyait ce que devenait l'adulte, et les chirurgiens d'adultes étaient conscients de ce que c'était l'enfance. Et c'est sans doute pour cette raison que je lui ai demandé, parce que je sais que là-bas, il y a eu cette transition, et qu'il voit, quand il voit des adolescents et des adultes, il a dans la tête tout ce nuage qui fait la continuité. Merci Guillaume. Merci Nejib. Alors, je vais donc essayer de vous dire un mot de ces déformations rachidiennes chez le paralysé cérébral marchand. Donc, comme Nejib l'a dit en préambule de cette table ronde, comment on fait pour passer là? Voilà. Ça concerne une population qui est extrêmement rare en fait lorsqu'on s'intéresse aux déformations rachidiennes chez ces patients en particulier, puisqu'on a dit que ça considérait essentiellement les patients GMFCS 2 et 3. Et vous allez voir que la fréquence de la déformation rachidienne chez les patients marchands est relativement rare. Je vais vous montrer ça dans les diapos suivantes. Et puis l'évolution de ces scolioses lorsqu'elles sont présentes chez ces patients est elle aussi variable en fonction de leur capacité de marche. Par exemple, de 0,8 degrés par an pour un patient qui va être classé GMFCS 1 jusqu'à 2,4 degrés par an pour les patients GMFCS 5. Cette déformation, elle va avoir aussi un profil évolutif qui va être un peu différent des scolioses qu'on a l'habitude de voir dans d'autres populations de patients. Elle va être variable en fonction de la localisation de la courbure. Elle est beaucoup plus importante pour les courbures lombaires, par exemple, et également en fonction du type de handicap, selon que les patients sont quadriplégiques, diplégiques ou hémiplégiques. L'évolution va, elle, être aussi également variable dans le temps. Alors, c'est ce que je vous disais en préambule. Cette déformation, elle va avoir une évolutivité qui va être fonction des capacités des patients. Sur les deux schémas de droite, vous voyez ici la distribution des patients dans une population de paralysés cérébraux qui présente une courbure de plus de 10 degrés. Vous voyez que ça se distribue entre les différents groupes de patients GMFCS avec une forte proportion parmi les 3, 4 et 5. Mais lorsqu'on s'intéresse aux déformations majeures de plus de 40 degrés, eh bien, ça ne concerne quasiment plus que des patients classés GMFCS 4 et 5. Et donc, c'est pour souligner le caractère extrêmement rare des patients qui vont à la fois présenter une scoliose et des capacités de marche conservées. Alors, cette déformation, je l'ai dit, elle évolue donc avec la croissance, comme on le sait de toutes ces déformations rachidiennes, mais elle continue d'évoluer assez tardivement, en particulier dans cette population de paralysés cérébraux, parce que les capacités, le potentiel de croissance est parfois très tardif chez ces enfants. Et ici, vous avez l'exemple d'un patient qui souffrait d'un syndrome d'Angelman et qui a démarré sa croissance très tardivement, avec des cartilages en Y qui étaient encore ouverts à l'âge de 19 ans, et cette progression entre 18 et 19 ans au moment où il a démarré son pic de croissance. Et puis, elle va continuer d'évoluer à l'âge adulte pour une bonne part et pour les déformations les plus importantes. Ici, ce patient GMFCS 4 qui présentait une progression de plus de 10 degrés à simplement 1 an d'intervalle sur ces deux radios de suivi. Alors, faut-il opérer ces patients qui présentent des déformations importantes quand on sait la lourdeur de ces interventions et les handicaps qu'ils présentent déjà? La question est régulièrement posée, et pour tenter d'y répondre, je voulais souligner ce travail très intéressant qui a été récemment présenté à la SRS l'année dernière et publié cette année, qui a recensé plus de 4500 patients paralysés cérébraux et analysé les 474 d'entre eux qui présentaient une scoliose. Et parmi eux,
2 groupes de patients, un groupe de patients non opérés et un groupe de patients opérés de volume équivalent aux alentours de 240 patients par groupe. Sur le plan épidémiologique, ces 2 groupes étaient relativement similaires et ils ont bien mis en évidence sur les courbes de survie que la survie était meilleure chez les patients opérés. Et lorsqu'ils ont analysé les causes de décès dans ces 2 groupes de patients, ils ont bien mis en évidence que le risque de décès lié à des causes respiratoires était très nettement inférieur chez les patients opérés comparativement aux patients non opérés, ce qui se comprend assez bien et ce qui est l'objectif de ces interventions. Alors, lorsqu'il faut opérer ces patients, quelles sont les indications que l'on retient? Évidemment, les déformations majeures évolutives, on l'a dit, mais ces patients présentent aussi un mauvais contrôle postural pour certains d'entre eux, qui va contribuer au déséquilibre du tronc. Tout cela peut s'accompagner de douleurs importantes liées au conflit costo-iliaque ou à ce déséquilibre lui-même et engendrer un retentissement respiratoire et même également avoir un retentissement sur les capacités d'alimentation. Et ce sont tous ces critères qui vont nous amener à poser ou non une indication chirurgicale. Ici, l'exemple d'un patient que l'on suit et qu'on a vu à 2 ans de recul et qui présente cette déformation relativement stable avec un équilibre global acceptable et un contrôle postural correct pour lequel on a préconisé la poursuite du traitement conservateur et qu'on continue de surveiller. Au contraire de cette patiente qui présente un syndrome de Sjögren-Larsson, GMFCS 4 avec des capacités de marche très précaires, un effondrement du tronc, un bassin oblique et un mauvais contrôle postural, chez qui nous avons préconisé un traitement chirurgical. Alors, dans la perspective de ce traitement, quelle chirurgie faut-il envisager? La chirurgie classique qui est recommandée est celle de l'arthrodèse, étendue de la colonne vertébrale, et puis on commence à utiliser de plus en plus des techniques moins invasives pour essayer de limiter la morbidité de ces chirurgies, car on sait qu'elles présentent un risque de complications très important, à la fois infectieux, en particulier dans cette population, et mécanique également. Et nous avons donc comparé les résultats de ces techniques mini-invasives qu'on utilise maintenant depuis plus de 13 ans, je crois, en pédiatrie et chez les populations adultes, près de 8 ans. Et dans cet article qu'on a publié l'année dernière, on a comparé notre série de patients opérés par arthrodèse au groupe de patients opérés par cette technique bipolaire. Et on a bien mis en évidence, d'une part, que la correction qu'on pouvait obtenir était équivalente, que la correction de l'obliquité pelvienne était elle aussi équivalente dans les 2 groupes, mais que les pertes sanguines péropératoires étaient divisées par 2 et les complications médicales extrêmement réduites, ce qui nous a très largement encouragé à poursuivre le développement de cette technique pour cette population particulière. Le but étant chez l'adulte, puisqu'il faut savoir que c'est une technique qui a été mise au point dans la perspective de pouvoir accompagner la croissance en pédiatrie chez ces déformations très importantes pour pouvoir faire des retentions itératives et accompagner la croissance de ces déformations importantes. Chez l'adulte, l'objectif n'est pas de pouvoir réaliser des retentions itératives puisqu'on n'a plus de potentiel de croissance à accompagner, mais d'obtenir au prix d'une fixation solide, une ankylose progressive de la colonne vertébrale. Alors, je vous montre quelques exemples pour illustrer cette technique et ces chirurgies de correction de déformation chez le paralysé cérébral marchand avec cette question de savoir s'il faut prendre le bassin, inclure le bassin dans ces longs montages. L'indication doit, selon nous, se faire au cas par cas. Elle dépend de l'importance de la déformation, mais aussi de la présence ou non d'un bassin oblique, et puis du contrôle postural et du déséquilibre musculaire. Et dans notre expérience, il n'y a pas d'incidence de la prise du bassin sur les capacités de marche, ce qui pose peut-être plus de problèmes lorsqu'on est amené à prendre le bassin, c'est l'impact que cela peut avoir sur les capacités de transfert des patients lorsqu'il leur reste des capacités de se tourner du décubitus dorsal au décubitus latéral et des capacités à réaliser leur transfert. Et ça peut être parfois plus préjudiciable pour les patients qui sont les plus atteints GMFCS 4 et 5. Quelques exemples. Ici, l'exemple d'une patiente
âgée de 18 ans, GMFCS 4, chez qui nous avons réalisé cette technique de fixation bipolaire. Ici, un autre exemple d'une patiente qui a été opérée à l'adolescence et que je suis maintenant et que j'ai vu à 7 ans de recul de cette fixation bipolaire. Elle a fini par casser ses tiges et c'est la complication à laquelle on risque d'être exposé si l'ankylose vertébrale n'est pas complète et obtenue malgré cette fixation. Et malgré cette rupture de tige, on lui a fait un scanner de contrôle et on a pu constater qu'elle avait quasiment complètement ankylosé sa colonne vertébrale, qu'elle garde un contrôle postural correct, sans aggravation de sa déformation et sans aucune douleur. Et donc, il n'y a pas eu de nécessité d'envisager une reprise chirurgicale pour une arthrodèse définitive. Un autre exemple, ce patient de 15 ans qui souffre d'une encéphalopathie néonatale d'origine inconnue, GMFCS 3, avec cette déformation très importante. Et chez l'adulte, cette technique mini-invasive peut présenter aussi l'avantage de pouvoir réaliser des retentions, non pas pour accompagner la croissance, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, mais lorsque les déformations sont trop importantes, de pouvoir réaliser cette correction de déformation en plusieurs étapes pour éviter d'être confronté à un risque neurologique si on était amené à corriger de manière très importante la déformation en une seule séance chirurgicale. Et ce patient a été donc opéré l'année dernière et est programmé prochainement pour une retention de tige. Vous le voyez ici cliniquement à gauche en préopératoire et à droite à 6 mois de recul de sa première chirurgie. Vous voyez qu'il persiste un déséquilibre coronal droit et un déséquilibre antérieur qui est à la fois lié à sa déformation rachidienne, mais également à une insuffisance musculaire des fessiers. Et on espère pouvoir améliorer un peu sa balance posturale, notamment dans le plan coronal, à l'occasion de cette nouvelle chirurgie. Alors, je voudrais insister sur le caractère, l'importance de privilégier chez ces patients les techniques mini-invasives pour limiter les complications médicales notamment. Et vous dire un mot de ce papier qui a également été récemment publié par nos collègues réanimateurs pédiatriques de Garches, où ils ont bien montré, en comparant un peu sur le même modèle, une série d'arthrodèses classiques et une série de fixations bipolaires, les taux de complications qui sont divisés par 2 dans le groupe de fixation bipolaire, avec des taux de transfusion divisés par 4, un taux d'infection également divisé par 3 et les complications hémodynamiques aussi nettement diminuées. Et compte tenu du caractère, donc ça c'est les tableaux je vais un peu passer vite parce que ça reprend les mêmes données avec 23% de taux de transfusion dans le groupe mini-invasif contre 80% dans le groupe arthrodèse et un taux de complication générale qui passe de 76 à 40%. Et cela pour illustrer l'importance du recours à ces techniques mini-invasives dans cette population de paralysés cérébraux, qui sont des patients par ailleurs très fragiles et qui le sont d'autant plus à l'âge adulte. Pour terminer et illustrer ce dernier point, je reprends l'exemple de cette patiente que je vous ai présentée en début de présentation, chez qui nous avions posé une indication chirurgicale. Et vous la voyez ici, à seulement 3 semaines post-opératoire, retrouver des capacités de marche autonomes dans son cadre de marche. Je n'ai pas souvenir d'avoir vu les patients récupérer aussi vite après une arthrodèse. Et c'est, à mon avis, une technique qu'il faut continuer de privilégier dans cette population de patients. Alors, pour conclure, je dirais en premier lieu que le passage à l'âge adulte n'est pas toujours la fin de la croissance et certainement pas la fin de la progression de ces déformations. Et il y a évidemment un intérêt essentiel à continuer de les suivre à l'âge adulte. Et lorsque cette prise en charge est indiquée, elle doit être précoce, le plus précoce possible, et privilégier le recours aux techniques mini-invasives, j'ai largement insisté dessus, pour limiter les complications médicales qui sont notre principale préoccupation. Pour illustrer ce propos, dans le papier qu'on a publié où on a comparé nos 2 cohortes,
rétrospective et prospective. On a inclus dans notre cohorte rétrospective d'arthrodèse 15 patients entre 1980 et 2015, contre 30 patients entre 2016 et 2022 dans le groupe mini-invasif, parce que c'est des patients qu'on opérait beaucoup moins, compte tenu de la crainte qu'on avait de ces complications médicales. Enfin, la prise au bassin est un vrai sujet. Elle doit être discutée au cas par cas. Dans notre expérience, il ne faut pas hésiter à prendre le bassin, à inclure le bassin dans ses fixations quand il y a un mauvais contrôle postural ou un bassin très oblique. Et ça n'a a priori pas d'incidence sur les capacités fonctionnelles de marche chez les patients GMFCS 2 et 3. Ce sont des chirurgies qui sont très lourdes et qui nécessitent évidemment une discussion pluridisciplinaire comme pour toutes les autres spécialités qu'on a évoquées précédemment. Et c'est pour cela qu'on travaille beaucoup à cette transition enfant-adulte avec les équipes de Necker, à travers des consultations pluridisciplinaires également avec les équipes de Garches. Et les chirurgies sont évidemment toujours décidées en réunion de concertation pluridisciplinaire, en incluant nos anesthésistes, nos collègues réanimateurs, les médecins MPR, bien sûr, les soins palliatifs. Je vous remercie. Je vous remercie et je remercie aussi le docteur Khoury et le professeur Glorion pour cette très très belle table ronde sur un sujet, je dirais, relativement innovant avec toute cette jonction enfant-adulte des traumatisés crâniens. Alors, à titre personnel, monsieur le secrétaire perpétuel, je trouve que vous avez un haut niveau qui me permettrait presque de vous inciter à postuler pour être académicien, madame et messieurs les chirurgiens. Je fais un appel parce que c'est de très bons niveaux. Ah bah, il y a Arlette qui est d'accord. Bon, donc, alors, si Arlette vote pour vous, déjà, ça sera merveilleux. Il y a de nombreux collègues qui sont branchés en visio. Je vais leur donner la priorité, et tout en sachant que ces questions-réponses vont être animées, bien sûr, par le docteur Khoury et le professeur Glorion, beaucoup plus compétents que moi, même si je suis orthopédiste. Est-ce qu'il y a une question à l'étranger? Non, vous avez tout compris? Je vois Henri Judet, là. Non, il ne doit pas être à l'étranger, d'ailleurs. Bah, moi, j'aurais une première question, c'est, là, on a vu la jonction enfant-adulte. Quelle est la stabilité de ces bons résultats après la chirurgie? Parce qu'on est quand même devant des traumatisés crâniens. Est-ce qu'il y a des déformations qui réapparaissent? Est-ce que c'est stable? Merci, docteur Khoury. Alors, en principe, cette pathologie est statique du point de vue neurologique puisque ce sont des paralysés cérébraux. Il n'y a pas d'évolutivité due aux problèmes neurologiques. Mais par contre, les conséquences orthopédiques peuvent être évolutives en elles-mêmes. S'il y a par exemple un déséquilibre, un trouble de la balance musculaire, ce déséquilibre existant à l'âge adulte, il va être évolutif en lui-même, mais ce n'est pas sa maladie neurologique. Donc le chirurgien qui est concerné, il va gérer les conséquences de cette pathologie neurologique. Elle n'est pas évolutive. Sinon, ce n'est pas une paralysie cérébrale. Et on avait limité notre topo aux paralysies cérébrales. Et le deuxième volet, c'est que les corrections qu'on propose, on espère qu'elles soient définitives. C'est le souhait. Mais en fait, on fait de tout, par exemple, pour corriger les bras de levier déficitaires. Mais notre réflexion, et c'est la réflexion d'équipe d'adultes aussi, c'est que tant qu'on n'a pas corrigé le déséquilibre de la balance musculaire autour des segments concernés, on est sûrement inquiet, puisque cette balance, on ne la maîtrise pas toujours très bien. Et le but, c'est d'évaluer cette balance pour avoir un résultat optimum et faire les gestes complémentaires autour des bras de levier. Et c'est une partie délicate et difficile. Monsieur Jardet, concernant le membre supérieur, je crois que votre question est particulièrement pertinente parce que autant le rachis, le patient va être verticalisé et le membre inférieur, il va marcher, donc il va être obligé d'utiliser ce qu'on lui aura donné. Le membre supérieur, c'est un réel sujet parce que souvent les patients, on les améliore. Pendant la période de rééducation, ils font
parce qu'on leur a dit, regardez, vous pouvez utiliser votre main, vous pouvez attraper les objets. Et quand on les revoit des fois 2-3 ans après, on s'aperçoit qu'on est parfois un peu revenu, pas à la case départ, mais on a énormément de mal à les maintenir dans ce process fonctionnel parce cette main n'a jamais servi correctement et donc elle était exclue, d'où l'intérêt peut-être de s'y prendre beaucoup plus tôt. Et je crois que c'est pour nous, chirurgiens de la main, un élément on voudrait faire passer comme message pour les pédiatres, c'est de véritablement s'attaquer plutôt à ce problème. Parce qu'on voit des exclusions qu'on n'arrive pas à corriger après à l'âge adulte. Alors, il y a le côté esthétique, ils sont contents, la main est moins déformée, mais c'est vraiment un élément important. Ce raisonnement est vraiment, nous a guetté pendant plusieurs années chez l'enfant. C'est-à-dire, les physiothérapeutes, les médecins nous disaient cette main, il l'utilise pas, elle est exclue de son cerveau. Donc, ne vous en occupez pas. Et ça a hanté les consultations multidisciplinaires. Ne vous occupez pas puisque le cerveau n'intègre pas cette main. Le membre supérieur, il est négligé. Et en fait, c'est un raisonnement à double tranchant, c'est-à-dire il est négligé, d'accord, mais si pendant l'enfance, on n'essaye pas de trouver une solution, il sera encore plus négligé quand il arrivera à l'âge adulte et plus difficile à traiter. Mais c'est sûr que l'aspect cognitif est important. Il est vrai pour le membre inférieur. Il est aussi vrai, mais mal admis par les chirurgiens de la posture et du mouvement. Parce que un sujet qui est opéré, si dans son cerveau, quand il marche, son cerveau n'intègre pas, qu'il doit appuyer sur le membre opéré, eh ben, ça ne marchera pas bien. Il le négligera, un peu comme le membre sup, ça existe ça, les mauvais résultats. C'est-à-dire, il ne va pas intégrer ce membre qu'il a abandonné pendant plusieurs années. Mais est-ce une raison pour le négliger? Pas forcément. Alors là, il y a une discussion qui est un peu d'ordre éthique et on se dit en les opérant, quand même, si on reprend l'éducation, si on fait de la rééducation induite, il y a des nouvelles techniques de rééducation. Si on fait de la rééducation intensive, si nos patients de temps en temps peuvent être pris en charge à des courtes périodes, pendant de courtes périodes, pour réanimer un peu leurs possibilités, c'est peut-être une solution. Mais c'est un argument qui nous a parasité longtemps. Moi, je vais témoigner pour effectivement aller dans le sens de ce que vous dites. C'est que on a soigné quand même beaucoup de patients paralysie cérébrale marchand et vu avec pas mal de recul. Et j'ai vu des patientes, dont notamment une qui m'a vraiment marqué, qui a 25 ans, alors qu'on avait bien amélioré sa marche, on s'était beaucoup occupé de ça, et est arrivé un jour en consultation, et ce fameux membre exclu qu'on a pendant toute l'enfance, et on dit, bah oui, on disait, pardon, le membre est exclu, on ne s'en occupe pas, et ben elle s'est dit, parce qu'elle allait bien à la fois sur le plan central et sur le plan périphérique, et ben elle a décidé de s'en occuper, et elle a réussi à s'en occuper et y compris avec ce que dit Negib, ce qui est quand même vrai, parce que c'est reconstituer des conductions de commandes qui autorisent. Alors, il y a tout ce que vous faites facilite ça, mais il y a une reconstruction donc, qui est possible. Donc, ce fameux membre exclu, évidemment, il est oublié maintenant. Hein. C'est une nouvelle conception. C'est pour ça que c'est très important de communiquer tout ce qui se fait. La neurochirurgie, ou peut-être qu'il va y avoir des questions importantes aussi là-dessus, parce que la neurochirurgie apporte beaucoup, parce que dans la neurochirurgie, il n'y a pas que... Cyril nous a parlé de la moelle, mais il y a toute la neurochirurgie périphérique aussi, qui a quand même une importance capitale. Monsieur le secrétaire perpétuel. Oui, ce sont des réseaux très spécialisés, multidisciplinaires. Et donc, la question se pose de savoir s'il y en a suffisamment. Enfin, là, on a entendu 3, on a Paris, le Lyon et Montpellier. Donc, première question. Deuxième question, y a-t-il des patients que vous ne voyez pas parce que il y a un manque d'éducation de la part des pédiatres ou des généralistes ou de certaines institutions qui pourraient ne pas être très sensibilisées. Et sur le même mode, vous avez évoqué des patients qui vont se faire opérer à l'étranger. Il y aurait un problème de prise en charge. Qu'est-ce qu'il en est de tous ces aspects? Je pense que
D'abord, le premier volet, ça va être la neurochirurgie. Je pense que Cyril doit parler beaucoup de ce phénomène de rhizotomie à l'étranger. Alors, j'ai parlé de ce qui s'est passé au niveau de la neurochirurgie. Il y a, enfin, pour dire les noms, il y a eu 2 centres qui ont été créés sur la rhizotomie dorsale sélective. Il y en a un qui est Park aux États-Unis, il y en a un autre qui est un de ses élèves qui a fait ça en Allemagne. Et puis, nous, on faisait ça aussi depuis quelques années. Mais eux, ils ont le droit de faire de la pub, pas nous. Ça, c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est que il y avait une sorte de lobbying qui a montré qu'ils étaient capables de le faire, que c'est fantastique, que c'est merveilleux, etc. Et donc, les patients et les familles faisaient des cagnottes. Ça coûtait, si je ne me trompe pas, 60 000 $ aux États-Unis, 40 000 € en Allemagne. Et le fait que, quand les patients venaient nous voir, nous, on disait, bah, écoutez, vos attentes ne correspondent pas à ce qu'on peut vous proposer. Donc, on récusait des patients parce que on leur disait non, enfin, ça, on ne pourra pas faire en sorte que votre enfant marche. C'est pas possible. On pourra l'aider, on pourra fluidifier ses mouvements, etc. Et dans les autres pays, globalement, ils n'avaient pas d'analyse de la marche, ils n'avaient pas de rééducation post-op, etc. Donc, ils étaient opérés puis renvoyés. Et nous, je peux parler au nom des centres de rééducation qui les récupéraient et qui faisaient comme ils pouvaient pour essayer d'améliorer les choses. Et donc, le temps que tout ça se mette en route et qu'on puisse entendre les noms que certains noms de chirurgiens français faisaient cette chirurgie à 0 € parce que c'est pris en charge par la sécurité sociale, les gens ne comprenaient pas parce qu'ils disaient bah, c'est pas normal qu'à l'autre bout de la Terre, ça coûte 60 000 balles et ici, ça coûte 0. C'est que nous, on est nuls ici. Et il y avait ce problème-là qui revenait de manière assez récurrente. Alors maintenant, avec les réseaux, etc., les gens viennent plus volontiers et restent plus volontiers en France, enfin, ils restent en France parce que ça ne leur coûte pas d'argent, d'une part, et d'autre part parce qu'ils savent qu'il y a une bonne prise en charge en France et qu'on n'est pas mauvais du tout, loin de là. Et donc ça commence à rentrer dans les mœurs. Mais c'est vrai que ces chirurgiens, qui soient d'Allemagne ou des États-Unis, ils venaient en France à l'hôtel, ils faisaient leur marché, et ils repartaient avec la liste de leurs patients pour pouvoir les opérer de manière assez systématique. Et ça c'était assez délétère pour nous. Mais après, comme nous, on n'a pas envie, nous, on ne se vend pas, etc., on a une activité qui est suffisamment importante pour ne pas aller chercher les patients. On n'avait pas à faire ça. Mais avec les réseaux, etc., maintenant, on se rend compte qu'ils viennent plus volontiers à nous. Et il y a un autre truc qui s'est passé. Et ce qui est étonnant encore, c'est que les SDR que moi j'opère, les rhizotomies que moi j'opère, plus de la moitié des patients, c'est les patients qui viennent me voir. Je ne suis pas référé par les médecins rééducateurs, etc. Parce que, comme vous l'avez dit, il y a probablement encore un manque d'éducation des rééducateurs, de certains, malheureusement, de certains centres qui ne connaissent pas ou qui ne savent pas que il y a des techniques chirurgicales qui peuvent aider à améliorer les choses, et donc on reste avec des toxines, avec des plâtres et des choses comme ça. Et je vous dis, moi, la moitié des familles viennent me voir parce qu'on m'a vu à la télé, sur Internet, machin, etc. Et donc, ils arrivent à ma consultation comme ça. Alors juste, Ça va être court, hein. Je suis psychologue, psychothérapeute, et je me demandais s'il y avait eu des études de fait par rapport aux membres fantômes et l'image inconsciente du corps. Il n'y a jamais eu... vous parlez du membre fantôme oui, quand vous de avez l'amputation. perdu... De l'amputation. Voilà. Mais dans le membre fantôme de l'amputation et dans le membre exclu, c'est 2 choses qui sont vraiment différentes. Le membre exclu, c'est un membre qui, en gros, qui n'est pas reconnu et donc dont on ne se sert pas, alors que le membre fantôme, c'est qu'à la suite de l'amputation, ce membre reste présent dans le conscient du patient et qu'il est Oui. tout le temps en train de se demander Oui, non, mais je sais. Mais ma question concerne le fait que vous redressez un membre auquel une personne a été habituée, un membre dysfonctionnel. Oui, absolument. Voilà, c'est pour ça. Donc,
pour elle, elle n'a pas intégré ça dans son schéma. Non, mais ce qui se passe, c'est là où la collaboration est très importante, parce que c'est pas le simple fait de l'avoir rendu, comme l'a très bien montré Bertrand Coulet tout à l'heure, quand vous redressez, ce qui est l'une des choses les plus spectaculaires dans la chirurgie du membre supérieur, c'est-à-dire que vous avez un poignet qui est totalement dysfonctionnel, puis vous le mettez dans. C'est pas le simple fait de l'avoir mis comme ça, c'est parce que en plus de ça, il y a un énorme travail qui est fait, que d'ailleurs, moi, je dois dire que je ne connais Mais pas vous beaucoup. parliez de patients qui revenaient quelques années après et qui avaient repris des mauvaises positions. Si vous voulez, en fait, le membre fantôme, c'est quelque chose de complètement différent. C'est l'amputé, c'est des terminaisons nerveuses qui sont libres et qui génèrent des douleurs et des sensations anormales. Ce dont vous voulez parler, je pense, c'est la négligence. Il y a des scores de négligence, c'est-à-dire que, et c'est pour ça qu'on a besoin de travailler avec les médecins physiques, que nous, on ne connaît pas en tant que chirurgien. Moi, j'apprends beaucoup à chaque fois dans les consultations multidisciplinaires. La négligence, ils ont des scores, et vous avez un membre qui vous paraissait correct, vous dites, tiens, je préfère quelque chose, et puis le MPR te dit, mais attention, elle est un score de négligence qui est très mauvais. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui a complètement exclu son membre supérieur. Et vous avez raison, ça, ce sont des éléments qu'il faut prendre en considération. Pour des chirurgiens, c'est compliqué quand même, parce que déjà, pour nous, vous savez, on est quand même plus près de la table, et si vous voulez, c'est compliqué à intégrer. Mais les MPR nous le disent. Alors, ce que vous voulez dire, c'est est-ce qu'on modifie ce score par la chirurgie? Ça, je ne sais pas. Il n'y a pas eu d'études, en tout cas pas à ma connaissance. En tout cas. Oui, merci pour cette table ronde passionnante. Je voulais demander par rapport à ce membre négligé, est-ce qu'il y a de la place pour, est-ce que la rééducation robotisée existe et est-ce que les robots de rééducation sont suffisamment, on va dire, j'allais dire conviviaux, c'est une manière de parler, mais est-ce que, voilà, est-ce que, quid de la rééducation robotisée? Alors, robotiser pour le membre supérieur, c'est difficile. C'est-à-dire, on n'a pas. Mais par contre, il y a tout des programmes, et notamment, j'étais il n'y a pas très longtemps à l'Institut Saint-Pierre à Palavas, qui est un grand centre de rééducation pour les enfants, où ils ont une véritable salle virtuelle, comme vous diriez là, avec des écrans de tous les côtés, et ils mettent les enfants dans des situations de jeu. Et c'est vrai que ça, probablement, c'est des éléments qui vont agir dans le futur. Vous savez, ça va très vite, hein. Ça va très vite, et nous-mêmes, on est déjà un peu, enfin, surtout, on est un peu loin de toutes ces technologies. Mais il y aura très probablement des choses, et je pense que les neurochirurgiens qui sont plus près de la. Vas-y, parce que. Alors, pour les membres inf, il y a déjà des exosquelettes qui fonctionnent extrêmement bien pour la rééducation. C'est-à-dire qu'on met, et ça, je pense que c'est des rééducateurs qui pourront mieux parler que ça de moi, mais on les met dans un exosquelette et les enfants sont devant un écran et ils jouent au foot. Et en fait, l'exosquelette va aider au mouvement de rééducation de l'enfant. C'est extrêmement ludique. Et c'est entouré par des kinés et ça marche particulièrement bien. Il y a quelques centres qui faisaient ça. Alors avant, c'était qu'en Pologne, maintenant on en a en France. Ça fonctionne très bien et pour la rééducation, c'est assez exceptionnel. Ça, il y a ça pour l'instant. Et puis, on est en train de bosser sur des stimulations médulaires avec des plaques intracérébrales qui vont faire augmenter justement les mouvements, améliorer les mouvements, etc. Donc oui, on est en plein. Alors, malheureusement, à l'heure actuelle, on n'est pas capable de recréer des neurones. Donc, au niveau biologique, on n'est pas assez bon. Mais par contre, au niveau informatique et au niveau, comme ce dont vous allez parler dans pas longtemps, probablement demain et après-demain, on arrive à créer des exosquelettes ou des stimulations corticales externes par du matériel informatique avec du Wi-Fi qui va fonctionner entre le cerveau, on va mettre des plaques cérébrales, avec des plaques intramédulaires qui vont fonctionner en Wi-Fi tous les deux. Et on va réapprendre au cerveau à faire bouger la jambe et à savoir que la jambe bouge. Donc, on est dedans, on est vraiment en plein dedans. On est en train de bosser là-dessus. Il y a une équipe en Suisse qui bosse là-dessus. Nous, on bosse là-dessus aussi pour les enfants. Donc, on est vraiment sur cette stimulation neurologique par du matériel externe parce qu'on n'est pas capable encore de faire fonctionner les cellules, nos propres cellules. Oui, alors je voudrais, excusez-moi, je vais revenir un petit peu en arrière dans la discussion parce que vous avez posé une question qui est
très importante pour cette pathologie, c'est pourquoi des patients vont à l'étranger. Et là, on est dans malheureusement. Enfin, Cyril a abordé ça avec prudence, mais je pense qu'il faut dire les choses comme elles sont. Effectivement, le traitement, par exemple neurochirurgical de la rhizotomie, tel qu'il est fait, ne peut être que proposé dans un programme qui est très construit, réfléchi. Et on ne peut pas dire à des patients, à des parents qui ont un enfant qui a une paralysie cérébrale, on va faire marcher votre enfant en lui faisant une rhizotomie. Et malheureusement, c'est comme ça que ça se passe. Donc, ce qu'il a décrit sur des équipes aux États-Unis, sur des équipes effectivement aussi en Espagne, où en Espagne, il y a deux grandes choses. Il y a les gens qui font des ténotomies, enfin des aponeurotomies sous-cutanées à plein d'étages, et qui le font et qui pensent, et qui font penser aux parents que ça va améliorer leur enfant. Et qui, malheureusement, encore une fois, si ça ne rentre pas dans un programme parfaitement réfléchi de rééducation, de chirurgie, de rééducation, ça aboutit. Alors oui, ça améliore un moment. Si vous avez des rétractions, ben évidemment, la rétraction, elle est levée pendant un temps. Mais comme le reste ne suit pas, ça ne fonctionne pas. Et ça, donc là, il faut dire clairement, et je pense que on le lit dans un certain nombre d'articles. D'ailleurs, le papier qui a été montré a été avec des articles de journaux. Pourquoi? Parce que effectivement, on fait souvent la propagande de ce qui paraît assez extraordinaire. Or, il n'y a rien d'extraordinaire. De la même façon qu'il y a deux techniques dans le monde qui sont proposées pour traiter la scoliose idiopathique, c'est la recherche, enfin, et même l'ouverture du canal du trou occipital de façon systématique, qui soi-disant empêcherait la scoliose idiopathique d'évoluer, et la section du filum terminal qui est recherchée, parce que c'est pas très compliqué d'aller couper un filum. Et en Espagne, il y a quelqu'un qui propose aux gens, moi j'ai des patientes qui ont été là-bas, et qui, avec une scoliose évolutive, ont eu un filum terminal coupé. Et donc tout ça, je pense qu'il faut vraiment le dire. Cyril a été sur le bout des doigts, mais tout ça, ça ne repose sur aucun fondement scientifique. Donc, dans le traitement de la paralysie cérébrale, ce qui est extrêmement important, c'est la chaîne. C'est la chaîne, prise en charge médicale, prise en charge de rééducation, la chirurgie, on continue et ça n'est qu'à ce prix-là qu'on arrive à aller justement à emmener les patients jusqu'à l'âge adulte, et ça doit être suivi, enfin, je dirais malheureusement, heureusement, mais tout le temps. Et ça sera une question que je poserai après, mais il faut aussi tenir compte du changement de la morphologie des patients. Parce qu'il y a beaucoup de patients qui ont été très bien corrigés on va dire à l'adolescence, et puis leur morphologie change, leur poids change, et tout ça a une très très grande importance, donc ça doit être pris en compte dans une ligne de traitement importante. Vous vouliez dire un mot? Est-ce que vous pourriez revenir sur le programme des patients partenaires? Qui sont-ils? À quel moment vous les faites intervenir? Parce qu'il y a plein de domaines dans lesquels on est d'accord, la place du patient expert est importante. Il a une expérience clinique qui est différente de celle du médecin, mais il peut faire avancer les choses. Est-ce que vous pouvez nous expliciter tout ça? Alors, concernant les patients partenaires, moi, je vais vous rapporter ce que m'ont expliqué mes collègues médecins de rééducation, parce que moi, je ne suis que chirurgien. Effectivement, au centre des Massues, il y a une patiente partenaire qui est maintenant salariée, mais qui avait déjà l'habitude d'intervenir. C'est une dame qui est suivie par paralysie cérébrale, qui a été infirmière pendant une longue période de sa vie. Et en fait, elle intervient auprès des patients. Ça peut être soit à la demande, quand on a des jeunes adultes qui ont du mal à se projeter à la sortie du monde pédiatrique, sur comment maintenant ils vont pouvoir avoir un métier, vivre tout seul, de la manière la plus autonome possible. Et en fait, de rencontrer un patient qui va leur parler, c'est un peu en dehors du champ médical, hein, il va leur parler de son vécu, de comment il a pu construire sa vie, quelles sont les difficultés auxquelles il a été confronté. En fait, ça leur permet de se projeter. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ensuite, je ne pense pas qu'il y ait
De ce que j'ai compris, c'est vraiment à la demande. Et sinon, pour les journées qui sont organisées en groupe, comme cette journée que je vous ai présentée pour les patients. Excusez-moi. On a à Montpellier des quelques patients partenaires. Alors attention, c'est ponctuel, hein. Ce ne sont pas des salariés à plein temps. On a déjà du mal à avoir des postes. Donc en plus, si on doit avoir des patients, mais c'est des patients qui viennent souvent quand on fait les formations et qui viennent, qu'on connaît, qui sont en général bon public. Et je sais que notre doyenne, le professeur Lafont, qui est MPR, plusieurs fois m'a dit, je vais essayer d'organiser un truc pour avoir un petit cadeau, quoi. Avant, on ferait un panier de chocolat ou des choses comme ça. Là, non, c'est vraiment une rétribution. Et on s'aperçoit que même pour les patients, alors c'est très important pour les autres patients, hein, on le voit dans les centres, c'est surtout vrai pour les blessés médulaires, où ils parlent entre eux, ils disent, tiens, voilà, j'ai eu telle chirurgie, ah, regardez, moi, je veux la K-grip comme un tel. Ça c'est extrêmement important. Mais c'est important aussi pour les patients qui apprennent à voir une utilité à leur pathologie. Et puis, il y a une chose nouvelle maintenant dans les universités. Vous savez qu'on a mis en place dans l'évaluation ce qu'on appelle les écosses. Hein, c'est-à-dire, bon, c'est un peu l'usine à gaz, c'est compliqué pour nous tous, on ne sait pas, là, on va essuyer les plâtres, mais ce sont des mises en situation de nos étudiants. C'est-à-dire, on les met, voilà, alors on prenait des comédiens à un moment, mais il y a des patients aussi, et ça permet de resimuler les choses. Ouais. Je voulais juste compléter, en tant que chirurgien pédiatre, moi, ça ne m'a pas du tout surprise qu'il y ait des patients partenaires, parce que c'est quelque chose qu'on fait peut-être naturellement en pédiatrie, mais sans trop le dire. Quand on a, je ne sais pas, par exemple, un jeune patient qu'on doit amputer à 10 ans, quelque chose de pas très fréquent, et ben, spontanément, on va lui proposer de rencontrer un autre de nos patients qui a dû avoir la même intervention. Et on fait ça de manière non formalisée. Ou alors, pour les patients paralysés cérébraux, ce qu'on fait souvent, c'est qu'ils vont visiter le service de rééducation. Et ça, pour eux, ça change tout. En fait, c'est apporter une sorte d'humanité dans le soin, mais comme on le ferait, c'est vraiment du prendre soin des patients. Voilà. Je pense que le patient partenaire, c'est juste une formalisation de ça dans le monde adulte. Je pense qu'il y a des domaines comme le vôtre. Alors vous avez évoqué l'amputation, un domaine que je connais bien, dans lequel on est très, très en retard. Parce que si vous regardez ce qui se passe en cancérologie, vous avez des DU de patients partenaires. Ça me semble d'un apport très, très, très important. Alors, vous avez pris l'exemple de l'amputation. Ça paraît tellement évident que vous ayez quelqu'un qui vous explique que votre vie ne vient pas de s'arrêter, mais que, regardez-moi, ça fait 2 ans et ma vie est quasiment normale. Donc, je me demande si en orthopédie, dans cette chirurgie fonctionnelle, dans des choses qui sont très graves et sans retour en arrière, on ne devrait pas s'intéresser de plus près à ces patients partenaires. On n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui parce que volontairement, je voulais cibler sur ce qui est strictement à nous nécessaire en tant que chirurgien. Parce qu'il y a d'autres structures où c'est évoqué largement, ça peut durer 1 heure, 2 heures les discussions. Je donne un exemple. Il y a un institut en France qu'on appelle l'Institut Motricité Cérébrale. J'en étais le président, c'est pour ça que j'en parle. Dans cet institut, vous avez des rééducateurs, vous avez des médecins et physiothérapeutes, vous avez des parents et des patients. Et ils s'expriment en public sur les gestes qu'ils ont eus, ils critiquent, et à tous les aspects psychologiques, cognitifs, tout cela. Et ça existe, ces discussions, elles existent. Et cet institut, il est un point de référence pour beaucoup de rééducateurs français. Les chirurgiens, ils sont malheureusement peu représentés. Donc, ça existe, ce souci, il existe. Et il appartient d'en discuter, bien sûr, et d'éveiller ça. Mais j'insiste, la discussion est que nous, chirurgiens, ici, nous ayons la conviction de faire ce que nous avons à faire en tant que chirurgiens déjà, parce que nous sommes insuffisants en France. C'est-à-dire, et c'est ça, je voudrais revenir sur votre question qui est fondamentale. Nous sommes insuffisants en nombre. Nos patients vont ailleurs parce qu'ils ont des délais d'attente énormes, il faut le dire. Ils s'aggravent le temps d'être opérés et soignés. Ils sont en attente. Alors, attente, comment résoudre cela? Attente par manque, effectivement, de compétences, par manque de structure. Et ils vont ailleurs. Ils vont là où se fait le battage médiatique. Et ils sont prêts à ce moment à payer
une lourde somme. Ils sont prêts à aller à Miami faire leur éducation intensive pendant 1 mois. L'hôtel à côté. Ils sont prêts à le faire. Mais ça, nous le savons. Mais ce qui nous manque, c'est justement d'avoir des conditions pour s'occuper de nos patients. Et tout ce qui vous est exposé, c'est des conditions idéales. Clémence, à Lyon, elle est dans des conditions idéales. Là, toute la France ne jouit pas de ces conditions. À Necker, nous avons de la peine à organiser ça. Ce n'est pas si simple. Les délais d'attente sont énormes. Donc, je reviens pour vous répondre clairement. Il y a des compétences en France énormes, mais les malades traînent avant d'être pris en charge. Ils traînent énormément. À vrai dire, j'ai posé cette question parce que j'ai compris la complexité de la prise en charge et la rigueur de la prise en charge. Mais l'académie, elle peut aider. C'est un peu son rôle d'ailleurs, de pointer un certain nombre de problématiques. On a une attachée de presse remarquablement efficace, on a un community manager et on peut parfaitement diffuser un texte pointant un certain nombre de questions dans ce domaine ou d'interrogations que les patients pourront être amenés à lire ou à voir de manière à ce que ça puisse vous aider, vous voyez, parce que c'est... Voilà. Merci beaucoup, parce que je pense effectivement, comme le dit Égypte, que c'est extrêmement important que ce qui vient d'être exposé, quand même, qui montre bien la complémentarité qui est indispensable, mais cette complémentarité, elle a aussi besoin d'être comprise et connue. Et ce qui est inégal dans notre pays, c'est qu'en fonction des organisations, cette complémentarité, elle existe plus ou moins. Et c'est probablement ça qui manque le plus, c'est cette démonstration. Et juste pour revenir sur ce que tu disais pour ce fameux patient qui vient aider, je rebondis sur ce qu'a dit Clémence, parce que c'est vrai qu'en pédiatrie, on a l'habitude de le faire quand même. Et pour tout ce qui est effectivement l'amputation, mais aussi beaucoup les appareillages qui vont être faits, et notamment dans le domaine de la tumeur quand même. Et en région parisienne, on avait, parce qu'à l'époque où à Valenton, on avait des correspondants qui étaient vraiment pointus, et pas un patient qui devait avoir une telle chirurgie sans qu'il aille là-bas en consultation, où eux aussi avaient des patients qui venaient, parce que c'est pas quelque chose de facile à organiser, ça, parce que il y a le lieu, il y a le moment, il y a la durée, et c'est ce que tu dis est absolument important. Mais c'est vrai que dans notre culture, on fait ça, mais par contre, on le fait, c'est intimiste, parce que on l'organise toujours de notre côté, mais c'est pas quelque chose qui est parfaitement reconnu. Je crois qu'on a besoin dans cette chirurgie de travailler en main dans la main avec les médecins physiques, les MPR, parce que c'est eux qui voient les malades, alors encore plus à l'âge adulte. Hein. Il faut les éduquer, enfin, faut pas dire comme ça, mais il faut montrer des binômes et ils nous montrent les patients, ils savent ce qu'on sait faire, ils savent à quel moment nous les montrer. Il faut leur sortir de l'esprit que l'indication chirurgicale ne n'est que des échecs du traitement médical. Ça, c'est vraiment un drame. Et il y a une phrase de Marianne Keenan, qui est une des maîtresses de cette chirurgie aux États-Unis, qui dit « La chirurgie est un formidable outil de rééducation ». Quand vous avez une attitude vicieuse, il faut apprendre à nos rééducateurs que quand il y a un équin, quand il y a un capotage du poignet, il faut savoir le traiter rapidement parce que ça va bloquer toute la récupération. Mais ça se fait qu'au sein de consultations multidisciplinaires qui ne sont pas simples pour les chirurgiens. C'est long, c'est un autre langage. Mais il faut faire l'effort, je pense. Et il y a une éducation à faire sur les jeunes générations à ce niveau. Je voudrais poser une question à Guillaume, c'est important, parce que j'ai insisté pour qu'il n'y ait la part rachis, parce que le titre, c'était « Le paralysie cérébrale marchand ». Et les gens m'ont dit « Mais qu'est-ce que le rachis fiche là-dedans? Qu'est-ce que le membre supérieur fait aussi ?» On ne peut pas marcher correctement sans utiliser le membre supérieur. Alors, le rachis, Guillaume, ce que tu nous as exposé est très important. Les notions finales de la diapo sont importantes parce que le chirurgien orthopédiste lambda n'a pas conscience de l'évolutivité d'une déformation rachidienne dans cette pathologie à l'âge adulte. Et ça, c'est important. Et les articles fondamentaux que tu as commentés sont mal connus aussi. Ils sont mal connus. Et ça mérite une relecture lente parce que c'est tellement important pour nous dans notre pratique. Et ensuite,
j'ai bien aimé la prise pelvienne ou pas, avec la nuance, parce que tu as ajouté une nuance là. Veux-tu répéter cette nuance? Sur l'indication de la prise pelvienne, et ben, en fait, bon, il y a quand même un certain débat, on peut dire, dans la communauté rachidienne sur le fait de savoir si, enfin, quelle va être l'implication de la fixation du bassin chez les patients marchands. Et c'est vrai que nous, on n'a pas du tout cette expérience-là de la perte des capacités de marche lorsque le bassin va être inclus dans une arthrodèse ou une fixation quelle qu'elle soit. Et c'est vrai que en fait, les techniques qu'on choisit d'appliquer moins invasives, elles impliquent cette prise au bassin. Et alors, ça ne veut pas dire qu'il faut prendre le bassin pour pouvoir avoir recours à cette technique, mais enfin, un certain nombre de nos collègues peuvent parfois être un peu frileux dans leurs indications et dans le recours à des techniques moins invasives pour ne pas prendre le bassin, alors que c'est peut-être, dans un certain nombre de cas, pas forcément la question qu'il faut se poser. Voilà, c'est... Mais bon, après, l'analyse de ça reste ouverte. Il y a encore il y a des tas de papiers qui continuent de sortir sur les indications qu'il faut continuer de préciser. Hein, les grands bassins obliques, la question se pose assez peu. Mais il faut continuer de préciser quelles sont les réelles indications chez des patients dont les déformations sont moins importantes. Et ça me permet de rejoindre un peu le topo de Clémence, là, quand elle parlait de la distribution, de l'organisation, de la transition enfant-adulte. En fait, là, tous ces patients dont j'ai parlé, c'est la tranche 15-25, hein, c'est pas des très grands adultes. Et donc, c'est des patients qu'on partage avec nos collègues pédiatres et qu'on aurait tout intérêt, c'est ce qu'on essaye de faire de plus en plus, de prendre en charge de manière conjointe. Et ce dont on se rend compte, c'est que les patients pour lesquels on est les plus démunis, bah, c'est plutôt la fin de cette tranche-là. C'est la tranche, c'est les plus grands, les 25, aux alentours de 25 ans, parce que les déformations sont plus importantes, le retentissement respiratoire est plus important et en fait des patients encore plus fragiles. Et donc, c'est quand même un peu un plaidoyer pour se dire qu'il faut sans doute les opérer pas trop tard. Mais Guillaume, il faut pas que tu sois frileux dans la réponse, en particulier pour la prise du bassin, parce que la prise du bassin, elle doit être décidée en fonction de la déformation qui se présente. Et si la déformation impose de prendre le bassin, on sait que ça ne va pas faire perdre la marche au patient. Ça, on le sait. Par contre, la chose qu'il faut dire, c'est que la prise du bassin, de la même façon que tu nous as montré un très bel exemple de rupture de tige sur un rachis fusionné, tu peux avoir une charnière lombosacrée fusionnée et avoir une prise du bassin qui va être efficace sur le plan de l'équilibre et pour la marche, et qui malheureusement va devenir douloureuse parce que tu as quand même toujours la différence entre la mécanique de l'implant et la mécanique de l'os. Et que malheureusement, ça c'est une chose qu'il faut savoir. Il y a des solutions parce qu'on peut aussi après changer la position des implants ou changer les implants. Et je pense que ça, c'est un des éléments qui est important. En tout cas, si le bassin doit être pris, le bassin doit être pris. Et si on peut éviter de le prendre, mais c'est rare dans ces indications-là, si tu les opères, en général, tu nous as bien montré que c'est quand même parce que tu as un bassin oblique. Oui, absolument. Le bassin oblique, il n'y a que vraiment Et dans le cas où on est là, si on ne veut pas que ça aille mal après, si tu crées une zone de mobilité sous ta fusion chez un malade qui a une compétence musculaire qui est vraiment asymétrique, les ennuis arriveront probablement après. Il y a une autre chose que je voulais dire peut-être, mais je ne sais pas si ça ne se rencontre pas très fréquemment, mais il y a quand même aussi une pathologie dégénérative chez ces patients marchants à l'âge adulte, parce que comme ils marchent, tu nous as bien montré que leur déformation ou leur contracture, ils ont une démarche un petit peu asymétrique et ils ont des contraintes importantes. Il y a des fractures de fatigue au niveau du rachis
chez des patients qui marchent avec une hyperlordose ou une inclinaison et qui, immanquablement, alors souvent la fracture de fatigue, heureusement, a une bonne évolution, mais qui probablement peuvent aussi poser des questions, en tout cas de prise en charge absolument spécifiques, pas forcément chirurgicales. Je voudrais rajouter quelque chose, je pense que Pascali sera d'accord. Les progrès qu'on a, c'est parce que de profil où le rachis est modelé, il est modelé pour un profil satisfaisant, c'est-à-dire les malades continuent à marcher parce qu'ils ont été modelés avec leur instrumentation bien pour continuer à marcher. Alors qu'il y a peut-être 30 ans ou même 20 ans, ce n'était pas fait de cette manière. Et donc les malades peut-être perdaient leurs possibilités parce que le chirurgien, son impact était moins précis avant que maintenant. Et c'est pour ça que c'est une communauté de chirurgiens. Il faut qu'on pense aussi au bien qu'on amène à ces patients en faisant actuellement des instrumentations qui sont plus fidèles, qui vont donner sans doute moins de pertes fonctionnelles, et ça c'est fondamental. Tout a changé, là ce n'est plus ce qu'on faisait il y a 20 ans. Et ça c'est un élément très important. Ici c'est une réunion de chirurgiens. Je remercie beaucoup le docteur Khoury et le professeur Glorion pour cette table ronde de très très haut niveau. Et je compléterai, et j'approuve complètement notre secrétaire perpétuel, l'Académie de chirurgie, lieu de rencontre des chirurgiens, est à votre disposition, effectivement, par ses moyens de communication et de diffusion, parce que j'ai l'impression que ça peut faire aussi quelque chose. Et donc, c'est une bonne chose. Alors, la séance est suspendue. Elle ne représentera que le 10 janvier 2024. Parce que, alors c'est pas que l'Académie ferme, pas du tout, c'est que demain nous avons les RICF avec un très très beau programme 4.0, la chirurgie 4.0. La semaine prochaine, c'est notre séance solennelle, et la semaine d'après, donc ça ferait le 20, c'est l'accueil des nouveaux académiciens, et peut-être que vous serez dans la promotion 2024, ce qui me ferait très plaisir. Et pour moi, c'est un moment important, puisque ce soir, je pars vice-président, mais que la prochaine fois, je serai président. Donc, merci à tous les académiciens de leur confiance. J'en suis très honoré et j'assumerai. Bonne soirée.